Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info, mercato et actu du Paris Saint-Germain. Il y a énormément de choses à dire. Il y a les rumeurs Vinicius, Olysée, le départ potentiel de Bradley Barcola, Kroupi, Diomandé, Akliouche. Il y a énormément de choses à dire. Il y a ce qui se passe en Coupe du Monde, nos Parisiens qui performent, les buteurs, etc. etc. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. C'est ultra important pour le développement de la chaîne et pour me soutenir. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous laisser avec le sponsor de celle-ci. T'en as marre de payer tes maillots une blinde? Va sur Footballaise. T'as des maillots de clubs du monde entier, mais aussi toutes les sélections nationales, parfait pour t'équiper pour la Coupe du Monde. Et il y a même le nouveau maillot noir du PSG pour aller atomiser les clubs anglais comme Dembélé. Sans oublier celui avec les fameuses ailes, symbole de notre parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Et en plus, tous les patchs sont disponibles pour personnaliser ton maillot comme tu veux. Les tailles sont normales, juste prends au-dessus pour les versions joueurs. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Livraison gratuite dès 69 € et avec le code AERO, t'as moins 20% direct sur tout le site. Et attends, le meilleur, t'achètes 3 maillots, t'en reçois un mystère gratuit. Tu mets juste mystère, ta taille et les clubs à éviter en commentaire de commande. Fonce, lien en description et en plus, ça soutient la chaîne. Et comment ne pas commencer cette vidéo en parlant de Gonzalo Ramos qui a officiellement rejoint l'AC Milan après 3 saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont 2 Ligues des Champions consécutives. Gonzalo Ramos s'engage avec l'AC Milan dans le cadre d'un transfert définitif. Et on a pu voir le message laissé par Gonzalo Ramos sur son compte Instagram. Aujourd'hui, l'un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté 2 Ligues des Champions ainsi que divers autres trophées. Et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et surtout les supporters. Merci d'avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d'avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd'hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi et je garderai la fierté d'avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille. Merci à toi, Gonzalo, surtout parce que Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain, c'est 109 matchs, 45 buts, 9 passes décisives, 12 trophées, deuxième vente la plus chère de l'histoire du club avec 75 millions d'euros. On se rend pas compte, on l'a acheté 65 millions plus bonus qui pouvaient potentiellement faire monter la note à 85. Les bonus n'ont pas été activés à moins que je ne sois pas au courant et tu arrives à le vendre 75 millions d'euros et encore que ça peut monter jusqu'à 80 millions d'euros si les bonus de 5 millions d'euros sont convertis. Et on a vu Gonzalo Ramos marquer pour qualifier le Portugal et au cours de sa carrière, il a inscrit 31% de ses buts en étant remplaçant au coup d'envoi, soit 30 sur 97. C'est complètement dingue, ce joueur est 100 fois meilleur en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire et ça se vérifie, hein, 30 buts sur 97 en étant remplaçant. Alors évidemment, plus tu es remplaçant, plus tes buts en tant que remplaçant vont être importants, mais quand même, ça montre l'importance de ce joueur dans les moments clés. Et d'ailleurs, il a marqué son but pour qualifier le Portugal en étant en remplaçant CR7. Et j'ai une question pour vous, selon vous, est-ce que Gonzalo Ramos est une plus grande légende du PSG que Kylian Mbappé? Alors déjà, mettre le mot légende et Mbappé dans la même phrase, déjà, ça définit complètement la réponse. Et là, tu vois Kylian Mbappé, je suis désolé, Gonzalo Ramos, il le foudroie en termes de légende du Paris Saint-Germain, même si il a marqué moins de buts, il a été 100 fois plus important. Gonzalo Ramos devient le joueur le plus cher de l'histoire de l'AC Milan et de très loin, 74 millions. Alors j'avoue que je ne m'attendais pas à une telle vente, je pensais que Gonzalo Ramos, on allait pouvoir le vendre 45-50 millions d'euros. Non, là c'est quasiment 25 millions d'euros de plus, 74 millions d'euros qui tombent dans les caisses du Paris Saint-Germain. Ça va vraiment faire énormément de bien. Et quand tu vois le top 5 des plus belles ventes du PSG, t'as Neymar 90 millions d'euros, c'est tellement bien vendu, vraiment merci l'Arabie Saoudite d'être venu chercher Neymar à ce prix-là, surtout quand on sait qu'il s'est fait les croisés juste après, il revenait de blessure, ça commençait physiquement à être très compliqué pour lui et on a réussi à s'en débarrasser, 90 millions d'euros, ça me fait mal au cœur de dire ça de Neymar, hein, c'est mon joueur préféré de tous les temps, mais à un moment donné il faut se l'avouer, il avait plus du tout le coffre, plus du tout le physique pour assumer le football de haut niveau et quand on l'a vu en Arabie Saoudite avec Al Hilal, c'était compliqué, même Santos au final c'est compliqué, là
la Coupe du Monde, je ne l'ai pas vu jouer, je ne sais même pas si on va pouvoir le voir jouer. Ouais, c'est la fin de carrière qui est compliquée pour Neymar. Ça serait beau pour lui de repartir avec une Coupe du Monde, mais j'y crois pas trop. Gonzalo Ramos, du coup, 74 millions, hein, légende du PSG. Xavi Simons, 50 millions d'euros. Et quand tu vois qu'on l'a récupéré gratuit, même si on l'avait vendu puis racheté, et là on l'a vendu pour 50 millions d'euros, ça fait plaisir. Manuel Ugarte, tu fais une opération blanche, tu l'as acheté 50, tu le revends 50, pour le coup bénéf. Et Marco Verratti que tu revends 45 millions d'euros, après je crois c'est 12 ans au Paris Saint-Germain, j'ai peur de dire une bêtise. Quoi qu'il arrive, il a au moins 10 ans au PSG et tu le récupères, je crois que tu le signes pour 22 millions d'euros à l'époque. Et là, 45 millions d'euros, pareil, c'est très très bien vendu. Surtout que c'était un joueur dont Luis Enrique ne voulait plus au Paris Saint-Germain. Pareil pour Neymar, pareil pour Messi. Mbappé, il a été forcé de le garder, sinon je pense qu'il aurait vendu dès l'arrivée du coach espagnol. Et là, tu arrives à te débarrasser donc, de tous ces joueurs. C'est des joueurs qui, pour certains, ouais, sont des légendes, hein. Marco Verratti, Gonzalo Ramos, pour moi Neymar je le compte dedans parce que c'est pas Mbappé qui nous emmène en finale de Ligue des Champions 2020, c'est Neymar clairement, et j'ai envie de le mettre à cette hauteur là rien que pour ça. Il te fait repasser ce plat de fond de verre en battant Dortmund. Je me rappelle toute ma vie je pense du but qu'il a mis de la tête contre Dortmund pour te qualifier au match retour, qui pour moi est extrêmement important parce que ça faisait plusieurs années où on galérait en huitième de finale et là tu arrives à passer enfin ce cap, tu vas jusqu'en finale et il a posé vraiment les premières bases, les premières pierres de ces deux sacres. Moi ça me fait de la peine la fin de carrière de Neymar, pour être honnête, j'aurais aimé qu'il gagne un ballon d'or, il l'aurait mérité, mais là ça finit en eau de boudin et c'est vraiment dommage. Et on va parler du coup des joueurs qui sont décisifs en Coupe du Monde. Le PSG est le club qui compte le plus de buteurs en Coupe du Monde 2026, 8 joueurs du PSG ont inscrit au moins un but lors de ce mondial. Jamais un club n'avait compté autant de buteurs lors d'une Coupe du Monde. A noter que Gonzalo Ramos est bien comptabilisé parmi les joueurs du PSG puisqu'il appartenait encore au club au moment de sa convocation. Donc c'est exceptionnel. Voilà, c'est des joueurs qui montrent que le Paris Saint-Germain n'est pas qu'un système, parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas ce qu'il leur a pris à ces gens sur les réseaux sociaux à dire que oui, les joueurs du Paris Saint-Germain c'est des system players, c'est-à-dire que si tu les sors du PSG, ça ne fonctionne pas, et là c'est totalement l'inverse. Il y a Mbaye, il y a Ousmane Dembélé, on va en reparler, il y a Barcola, il y a João Neves, il y a Désiré Doué, Nuno Mendes qui a marqué sur un coup franc vraiment magnifique, Achraf Hakimi qui avait fait un match phénoménal, et maintenant Gonzalo Ramos qui a marqué pour qualifier son pays contre la Croatie. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, il a été impliqué sur 6 buts dans ce mondial. C'est 4 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. On l'a jamais vu comme ça dans un tournoi majeur en bleu. Et ça fait vraiment plaisir. Il fait fermer des bouches Ousmane Dembélé. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais même si tu le mets en faux numéro 9, que tu le mets dans de bonnes conditions, il sera jamais le Ousmane Dembélé que tu vois avec Luis Enrique. Alors ça, c'est vrai. Mais de le minimiser, c'est le Ballon d'Or 2025, le meilleur joueur de l'année dernière, en 2025. Et même cette année, ça se discute avec Kvaratskhelia qui pour moi mériterait le Ballon d'Or. Mais Ousmane Dembélé, vu qu'il va jouer le mondial, en tout cas j'espère que si il y a un ballon d'or qui doit être donné à un Français, ce sera Ousmane Dembélé et pas à Kylian Mbappé, parce que quand je vois certains classements, où est-ce que je l'ai mis ? J'ai un classement là, ici, celui-ci, c'est lunaire, tu mets un mec qui a fait une saison blanche. Alors oui, il a mis beaucoup de buts, mais quoi qu'il arrive, il en a mis moins que Kane. Kane est allé beaucoup plus loin en Ligue des Champions que le Real Madrid. Je ne comprends pas comment Mbappé peut être mis au premier rang. Je ne comprends pas. Alors oui, c'est un média espagnol, donc forcément, quand tu as un média espagnol, ils vont essayer de mettre les joueurs qui jouent dans des clubs espagnols en avant. Mais là, c'est du foutage de gueule. Faut dire ce qui est. À un moment donné, tu ne peux pas mettre Mbappé premier. Ça n'a aucun sens. Le mec, il fait une saison blanche. Oui, la Coupe du Monde, elle est satisfaisante. Mais de là à le mettre premier ballon d'or pour ça, faudrait peut-être arrêter de, je sais pas, buvez de l'eau, arrêtez de boire du vin, arrêtez de boire de l'alcool, buvez de l'eau et regardez les matchs avec vos yeux plutôt que être sur SofaScore pendant 90 minutes. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Ousmane Dembélé doit toujours être premier et deuxième, ça doit toujours être Kvaratskhelia. Je suis désolé, à un moment donné, je n'ai pas vu un seul joueur sur cette Coupe du Monde qui m'a impressionné. Pareil, il a mis Yamal devant Michael Olise. Je ne comprends pas. À la limite, tu mets Michael Olise premier, je comprends beaucoup mieux parce qu'il a été extrêmement décisif. Avec le Bayern de Munich, s'ils ne tombent pas contre le Paris Saint-Germain, probablement qu'ils vont chercher la Ligue des Champions juste derrière. Tu dois faire pour moi, premier, tu mets Ousmane Dembélé, deuxième, tu peux mettre Michael Olise, en troisième, tu peux mettre Kvaratskhelia parce qu'il ne joue pas la Coupe du Monde, ensuite tu mets Kane, et après derrière, on discute avec le cinquième, mais ni Lamine Yamal ni Mbappé ne méritent d'être dans le top 5. Il faut être honnête à un moment donné, il faut arrêter de mettre des joueurs premiers parce qu'ils mettent 3 buts et demi en Coupe du Monde, stop. La France d'ailleurs a gagné, c'est vrai, la France a gagné,
Mais maintenant, il va falloir parler de Monsieur Warren Zaïre-Emery. Alors, c'est pas la première fois sur la chaîne YouTube, c'est pas la première fois sur TikTok, c'est pas la première fois sur les shorts que j'en parle. Mais à un moment donné, Didier Deschamps, on va affronter le Paraguay, donne-lui des minutes à Warren Zaïre-Emery. Surtout qu'on a vu que Tchouaméni serait indisponible, donne-lui des minutes, qu'il soit en tant que latéral droit ou en tant que milieu de terrain, c'est trop. Alors oui, c'est probablement trop tard, oui, il aurait dû lui donner des minutes pendant les phases de groupe, et c'est là où je comprends pas. Parce qu'il y a des joueurs, il y a des matchs qui étaient très accessibles pour l'équipe de France, typiquement l'Ouzbékistan, tu n'avais pas besoin de Koundé, tu n'avais pas besoin de mettre Malo Gusto pour voir qui était titulaire, et encore ça a encore été Koundé, alors qu'il est nul, il est vraiment nul Koundé. Tu mets Malo Gusto à la limite pour le tester, je comprends, et ensuite tu fais rentrer Warren Zaïre-Emery, va faire souffler tes joueurs. Non, tu as des cadres, tu décides qu'ils sont cadres, et en plus de ça, tu fais jouer des minutes inutiles à tes cadres au lieu de donner une chance à Warren Zaïre-Emery qui finalement va rester sur le banc tout le long de la Coupe du Monde. Dans ce cas-là, ne le sélectionne pas. Si tu ne veux pas t'en servir, ne le sélectionne pas. Comme ça, il aurait pu être en vacances, tu vas le sélectionner, tu vas ne pas lui faire jouer une seule minute. Alors encore heureux qu'il a été sélectionné, vous me direz, vu la saison qu'il a fait, ça m'aurait pas étonné de Didier Deschamps de ne pas le sélectionner et remarquer, mais moi je trouve ça un peu scandaleux, clairement, et un peu je mâche mes mots. Vraiment, c'est trop grave de ne pas faire jouer Warren Zaïre-Emery quand tu vois la saison qu'il est en train de nous pondre. Franchement, le mec, il a maîtrisé le milieu de terrain est l'un des plus grands ailiers gauche du monde dans la personne de Luis Diaz et tu arrives à ne pas le mettre titulaire en équipe de France. Ça, c'est lunaire, c'est lunaire. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et il a sa place en tant que milieu de terrain ou en tant que latéral droit. Les deux. Clairement, les deux, parce qu'il mange Koundé et Malo Gusto, et vraiment, le gap est énorme entre les deux, franchement, enfin entre les trois du coup, et au milieu de terrain, il apprend le football à Tchouaméni, et je suis gentil quand je dis ça, vraiment. Peut-être que Manu Koné est un meilleur milieu de terrain que Warren Zaïre-Emery, et encore que j'en doute. Rabiot, ok, il est gaucher, et Warren est droitier, donc forcément, en tant que double pivot, il te faut un droitier, un gaucher, ça se comprend, mais latéral droit, il a sa place tous les jours, même en latéral gauche, il serait meilleur que Digne et que Théo Hernandez, ça j'en mettrais ma main à couper. On continue avec Saibari qui avait été proposé au Paris Saint-Germain, mais le PSG avait refusé de recruter le joueur marocain qui a d'ailleurs signé avec le Bayern de Munich pour une 50aine de millions d'euros, celui qui fait une très bonne Coupe du Monde au poste de faux numéro 9. Le nom de l'attaquant marocain a été proposé aux dirigeants en décembre. Le club n'a pas souhaité s'aligner, pas intéressé par son profil. Alors à l'époque, il n'était pas faux numéro 9, il était ailier et apparemment ça n'a pas satisfait ni Luis Enrique ni Luis Campos. Si c'est pas le cas, c'est que c'était pas un joueur compatible. Il faut se le mettre en tête. Quoi qu'il arrive, on va voir le Maroc ce qu'ils vont faire contre le Canada. D'ailleurs, le match a commencé il y a 0-0 à la 16e minute au moment où j'enregistre cette vidéo. Le Paris Saint-Germain serait en discussion avancée avec Diogo Costa. Le gardien du Portugal, qui est pour moi le gardien idéal pour le Paris Saint-Germain, serait entre guillemets, en train de voir si sa place au Paris Saint-Germain serait possible. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser de cette information, parce qu'on a vu que Lucas Chevalier voudrait rester, que le Paris Saint-Germain voudrait conserver Lucas Chevalier. Tu as Safonov qui est en partance pour être titulaire la saison prochaine, et là, tu vas aller chercher potentiellement Diogo Costa. Alors, Diogo Costa, pour moi, c'est le gardien, ça fait des années que je le dis, qui serait parfait pour le Paris Saint-Germain, pour les demandes de Luis Enrique. Le jeu au pied est nickel, les arrêts sont fous, c'est un gardien qui est jeune, portugais. Il nous manque un joueur du Portugal Saint-Germain. Maintenant qu'il y en a un qui est parti, il faut le remplacer. C'est obligatoire. Ça doit être 4 Portugais minimum au PSG. Non, plus sérieusement, je pense que ça serait un gardien parfait. Maintenant, est-ce que c'est la priorité du Paris Saint-Germain ? J'en sais rien. J'avoue que Safonov, je lui fais confiance par rapport à l'année dernière, même si c'est pas académique. Il est quand même rassurant, il est quand même confiant, il est quand même fier. Il te montre un visage extrêmement concentré et extrêmement serein pour cette saison. En fait, il t'a montré vraiment qu'il était l'homme de la situation. Maintenant, est-ce que techniquement tu veux aller chercher un joueur plus habile de ses pieds, plus habile tout court ? C'est potentiellement une idée qu'a Luis Campos et Luis Enrique. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que le Paris Saint-Germain se positionne sur un gardien. On a vu qu'ils en ont déjà signé un pour essayer de continuer un petit peu cette rotation et avoir les meilleurs gardiens du monde. C'est vraiment l'objectif quand tu sais que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à recruter un vrai bon gardien. Quand tu as eu Keylor Navas, ensuite tu as vraiment senti la différence. Tu as eu Donnarumma, même si c'était compliqué, il te fait gagner cette Ligue des Champions. Ensuite tu as eu Safonov qui n'était pas prévu pour être premier gardien, qui t'a fait une très bonne saison. Lucas
Chevalier a été extrêmement décevant. Est-ce que si tu vas chercher Diogo Costa, ça signe tout simplement l'arrêt de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain? Sa carrière ne se fera pas au Paris Saint-Germain si tu vas chercher Diogo Costa. À mon avis, si on va le chercher, c'est que tu vends Lucas Chevalier. Tu ne peux pas tous les garder de toute façon. Après, il va falloir qu'ils se battent avec Safonov pour être premier. Et ça, quand tu vois l'importance de Safonov dans le vestiaire, c'est pas fait d'avance. On va parler d'un joueur qui était pisté par le Paris Saint-Germain, c'est Matheus Fernandes qui a signé du côté de Tottenham pour environ 99 millions d'euros. Alors je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas allé plus loin quand tu vois que West Ham a pu en récupérer 99 millions d'euros. Je pense pas que le PSG voulait poser autant d'argent sur un milieu de terrain, même si c'est un très bon milieu de terrain. Voilà, il était à West Ham, il n'avait pas vraiment d'expérience en Ligue des Champions. Et du coup, t'as pas envie de déposer autant d'argent sur un prospect, ça se comprend au milieu de terrain, même s'il est prometteur. 99 millions d'euros, c'est énorme. Tottenham qui avait fini 17e. On va en parler de Tottenham d'ailleurs, parce que la saison dernière, Tottenham a frôlé la relégation, a terminé 17e de Première Ligue, sans disputer la moindre Coupe d'Europe. La saison prochaine, le club a réussi à tirer de nombreux joueurs. Ils ont signé Sandro Tonali pour 115 millions d'euros, Matheus Fernandes pour 99, Jean-Paul Van Ecke 60 millions d'euros, Senesi, Robertson et Dubravka gratuitement. Et nous sommes que le 2 juillet. Ça montre la puissance qui est complètement lunaire, financière des clubs de Première Ligue. Ils finissent 17e. Et ils arrivent à recruter pour plus de 200 millions d'euros, déjà 260 millions d'euros sur 3 joueurs, même 280 millions d'euros sur 3 joueurs, c'est lunaire. Est-ce que vous voyez par exemple, je ne sais pas, Le Havre typiquement finir 17e et demain poser 200 millions d'euros, même plus que ça sur 3 joueurs ou même sur le mercato tout court? Ça montre le différentiel abyssal de puissance financière entre la Première Ligue et tous les autres championnats d'Europe, parce que tu peux voir potentiellement le Bayern de Munich poser 50, 160, 70 millions d'euros sur un joueur maximum, mais là tu as 100 millions d'euros qui ont potentiellement été déposés aussi de temps en temps par le Real Madrid quand ils sont allés chercher Tchouaméni, de temps en temps quand ils sont allés chercher Bellingham aussi, 100 millions d'euros, et encore que c'était des joueurs un peu plus accomplis. Tonali, 115 millions d'euros, est-ce que ça vaut cet argent-là? Je suis pas sûr. Matheus Fernandes, 100 millions d'euros, c'est pareil. Van Ecke, je connais pas, qu'à 60 millions d'euros, je vais pas parler sur lui, mais finalement, poser autant d'argent sur le marché qui est en train d'exploser complètement, parce que c'est des joueurs qui sont vraiment surestimés. Et quand tu vois le prix auquel on a réussi à vendre notre cher Gonzalo Ramos, tu te rends compte que le marché, ça part dans tous les sens. Et il y a des joueurs qu'on parlera dans cette vidéo où le prix est abusé, quoi. Et en plus de ça, Tottenham a déjà du coup signé une piste du Paris Saint-Germain et ils espèrent essayer de signer Crescencio Summerville qui est aussi pisté par le Paris Saint-Germain. Tottenham se prépare à ouvrir des discussions sérieuses avec West Ham concernant un possible transfert de Crescencio Summerville. Tu m'étonnes, ils ont réussi à leur vendre leur milieu de terrain 100 millions d'euros. Ils sont en train d'essayer de dire bon allez, vous mettez 70-80 millions d'euros sur Summerville s'il vous plaît. De Zerbi est un fervent admirateur de l'ailier de 24 ans, estimant que son style direct et son taux de travail en font un choix idéal pour Tottenham. Les Spurs devraient intensifier les négociations après avoir finalisé les transferts de Matheus Fernandes et Sandro Tonali, Summerville étant estimé à environ 50 millions de livres, soit 60-65 millions d'euros. C'est abusé. Et en plus de Crescencio Summerville, le Paris Saint-Germain a étudié plusieurs ailiers, Mathias Fernandes Pardo, Minte et Elmala, qui figurent parmi les profils suivis. Alors je pense qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire avant la fin de la Coupe du Monde, parce qu'on parlait beaucoup de Diomandé, de Summerville, etc. Et on parle même de Kroupi maintenant. Tottenham fonce sur Eli Junior Kroupi, estimé à 94 millions d'euros. Les Spurs sont prêts à casser leur tirelire pour l'attaquant de Bournemouth. Alors est-ce qu'ils n'ont pas déjà cassé leur tirelire? Parce que là c'est peut-être un petit peu abusé. Arrêtez d'essayer de copier nos pistes, parce que là ça commence à se voir. Je veux dire, Matheus Fernandes, Summerville, Kroupi, c'est 3 joueurs qui étaient pistés par le Paris Saint-Germain. Le mec en fait il fait comme Chelsea, le Todd Boehly je crois c'était, qui il a dit si le Barça est intéressé alors je suis intéressé, et du coup il a acheté toutes les pistes du Barça, Cucurella, etc. C'était du grand n'importe quoi. Et là, Tottenham, ils sont en train de faire pareil avec le Paris Saint-Germain. Sauf que Eli Junior Kroupi continue de pousser pour rejoindre le PSG. Après avoir donné son accord au Paris Saint-Germain, le joueur a officiellement fait part à sa direction de son souhait de rejoindre Paris. Il espère désormais un geste de Bournemouth afin de faciliter les négociations. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer les choses. Le PSG, il identifiait l'attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, comme le remplaçant idéal de Gonzalo Ramos. Des sources confirment que Kroupi est devenu la cible prioritaire du club.
Le club parisien estime qu'il possède toutes les qualités pour s'épanouir sous les ordres de Luis Enrique et le voit comme un élément à long terme pour leur attaque. Et ça fait plaisir. Le joueur veut venir au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain veut Elie Junior Kroupi, et finalement ça nous ramène à Matheus Fernandes qui a refusé le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour signer à Tottenham. Ça doit être un fan de Tottenham, je ne vois pas d'autre explication. Après tu me diras, je sais pas comment les gens font pour devenir fan de Tottenham pour un club qui manque de trophées. Alors après, je vais pas définir qu'il faut être fan de tel club ou de tel club parce qu'ils ont des trophées. Je trouve ça complètement débile comme raisonnement, mais c'est vrai que Tottenham c'est un peu les losers quoi. Ils ont réussi à avoir l'Europa League la saison dernière, mais peut-être Harry Kane qui a pu faire rêver Gminson. Pendant un temps, tu avais une petite génération dorée quand même qui faisait plaisir. Écoutez, tant mieux, je l'ai félicité la dernière fois sur ma dernière vidéo en disant que ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui ne veulent pas aller tous au Real, au Barça, à City, à United, au Bayern de Munich. Il y en a, ils rêvent de Tottenham et moi, ça me fait plaisir. Des joueurs de cette qualité qui rêvent d'autres clubs, même si c'est pas le PSG, et tant mieux, il faut équilibrer le football. Tu peux pas avoir les meilleurs joueurs tout le temps, il faut dire ce qui est. Bravo à Fernandes, bravo à Tottenham qui est en train de faire un mercato complètement dingue. Bournemouth n'a pas besoin de vendre et ça c'est un gros problème pour Elie Junior Kroupi. Il ne souhaite pas vendre le joueur. Le club anglais souhaite que Marco Rose dispose de l'effectif le plus solide possible. Il faudrait une somme astronomique pour envisager une éventuelle vente. Bournemouth ne souhaite pas se séparer de ses meilleurs joueurs. Alors ce qui peut faire bouger les choses, c'est que le joueur français continue de pousser pour rejoindre le PSG et c'est que le joueur français rêve du PSG. Il a dit qu'il espérait un geste de son club afin de faciliter les négociations. Pour moi, c'est trop important. C'est ce genre de choses qui fait la différence. Tu montres que tu as envie de venir au Paris Saint-Germain, tu montres à ton club actuel que tu veux partir dans un club, et ce club, c'est pas n'importe lequel, c'est le PSG, donc négocie avec le PSG et en gros avec aucun autre club, et c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui doit parler à tous les supporters de n'importe quel club. Si le joueur veut venir absolument dans ton club, évidemment que ça donne envie. Il y a des relations cordiales entre les deux clubs, celui de Première Ligue et le Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut se faire, surtout si c'est devenu la priorité du club. On va parler d'un autre joueur français, et Magnès Akliouche a ouvert grand la porte au Paris Saint-Germain dans une conférence. Le plus grand club du monde s'intéresse à moi, cela ne peut qu'être beau pour moi. Et ensuite on continue sur la déclaration où il a dit « J'ai envie de faire une belle Coupe du Monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d'être performant quand j'en aurai l'opportunité. » Alors avec Didier Deschamps, tu peux finir de rêver, tu n'auras jamais l'opportunité de rentrer sur le terrain. Quand tu vois que Warren Zaïre a fait une saison stratosphérique, il ne joue pas une minute. Je pense qu'il ne jouera pas lui non plus une seule minute. Mais c'est bien, continue à rêver, continue à essayer d'être performant. Magnès Akliouche, pour moi, ça serait un beau glow-up par rapport à Kang In Lee, même si j'adore Kang In Lee. Et apparemment, il y a une nouvelle comme quoi le Paris Saint-Germain et le joueur se sont mis d'accord pour un contrat jusqu'en 2031. L'accord total est bientôt trouvé et les deux parties sont confiantes. Donc, on peut potentiellement voir Magnès Akliouche parisien juste à la fin de la Coupe du Monde ou au moment où la France sera éliminée, même si je pense qu'on sera éliminé pas avant les demi ou la finale de cette Coupe du Monde, peut-être même qu'on ira jusqu'au bout. On va continuer avec Magnès Akliouche et Yann Diomandé qui sont les deux cibles prioritaires de Luis Campos et Luis Enrique. Paris est prêt à dépasser la barre des 180 millions d'euros pour parvenir à l'achat des deux joueurs. Donc 180 millions d'euros, ça fait quoi? 50, 60 pour Akliouche, 100, 120, 130 pour Diomandé. Alors Diomandé, j'adore, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, même si lors du dernier match de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, j'ai été vraiment déçu du joueur. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il y a un petit problème avec Yann Diomandé, c'est que la Côte d'Ivoire est éliminé de la Coupe du Monde, donc Diomandé pourrait bientôt s'engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, mais il y a quelque chose qui est sorti ces derniers temps. Yann Diomandé est au cœur de deux procédures qui peuvent impacter un potentiel transfert. Après avoir signé dans l'agence Rock Nation Sport, son ancienne agence Maxidel Management affirme toujours être sous contrat avec le joueur et revendique une violation contractuelle. La FIFA a été saisie. Rainbow Image affirme avoir financé son développement sportif et éducatif en contrepartie des droits d'image et intellectuels du joueur. La société se sent lésée de ne pas être associé aux démarches commerciales du joueur qui est devenu une attraction du marché actuel. Ils ont décidé de poursuivre Yann Diomandé en justice et ça pourrait potentiellement bloquer ce transfert qui était clairement finalisé. Ils s'étaient mis d'accord autour d'un contrat de 5 ans entre le PSG et le joueur. Il y avait juste à être d'accord avec Leipzig. Ça fera peut-être les beaux jours de Leipzig en espérant que ça gâche pas une carrière d'un joueur extrêmement prometteur. Mais potentiellement que le transfert de Yann Diomandé au Paris Saint-Germain ne se fera pas à cause de ces problèmes d'agence. Ça risque d'être un feuilleton de cette saison encore une fois. Et ce qui est important de noter, c'est que l'arrivée de Diomandé ne remet pas en cause l'avenir de Bradley Barcola. Le PSG devra débourser une somme énorme pour convaincre Leipzig.
Leipzig. Une prolongation de Barcola reste à surveiller. Donc l'objectif du Paris Saint-Germain, comme je l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo, c'est d'avoir Diomandé et Barcola dans le même effectif. Et en parlant de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain le valorise à plus de 135 millions d'euros. Liverpool et Arsenal seraient intéressés par le joueur français. 135 millions d'euros, oui, mais le Paris Saint-Germain a dit que Barcola n'était pas à vendre. Le PSG estime que la valeur marchande évoquée pour Barcola, qui n'est pas à vendre, encore une fois, est totalement erronée et qu'il devrait être évalué bien au-delà des 150 millions d'euros. Donc je pense que même 135 millions d'euros, c'est pas suffisant, surtout quand on voit que c'est des médias anglais qui sont plus ou moins fiables, qui donnent l'information de 135 millions d'euros. Peut-être que c'était 135 millions de livres et converti en euros, c'est pas la même valeur. Mais tous ces petits problèmes de mercato, est-ce que tu peux pas potentiellement imaginer autre chose? Je vais plus loin. Michael Olise a informé le Bayern Munich qu'il souhaite avoir une réunion avec eux immédiatement après la Coupe du Monde pour discuter de sa situation, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid. Et je vais aller plus loin. Le PSG s'intéresse aussi à Michael Olise. Le clan du joueur serait actuellement en discussion avec le PSG et le Real Madrid. Le Bayern Munich prépare une réunion pour clarifier son avenir. Donc est-ce qu'on va avoir le Paris Saint-Germain qui va pouvoir signer Michael Olise? Et est-ce que c'est pour ça que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas acheté ni Akliouche ni Diomandé? Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible que le Paris Saint-Germain attende de voir s'il est possible d'aller chercher Michael Olise, qui est un joueur bien meilleur, bien plus accompli que Akliouche et Diomandé, pour aller chercher le joueur dont tout le monde rêve sur la planète football? L'entourage de Michael Olise discuterait avec le PSG. Le Bayern Munich va organiser une réunion avec le joueur. On aura les informations après le mondial, après l'élimination de la France ou la victoire de la France à la finale de la Coupe du Monde. On verra ce qui va se passer. Mais est-ce que selon vous, le Paris Saint-Germain doit foncer tête baissée sur Michael Olise, je ne sais pas, dépenser 230 millions d'euros, admettons. Si j'étais le Paris Saint-Germain, j'irais balancer 230 millions d'euros sur Michael Olise pour le faire venir. Et j'irais pas chercher ni Akliouche, ni Diomandé. On s'en fout, on va chercher le plus gros crack de la planète actuellement. Pour moi, il est plus fort que Mbappé, il est plus fort que Akliouche, il est plus fort que Diomandé, il est plus fort que énormément de joueurs. Et la combinaison, vous imaginez l'attaque, Dembélé, Gvara, Olise, avec sur le banc Barcola et Désiré Doué, quasiment que des Français, à part le Géorgien que je considère comme français, même un membre de ma famille s'il faut, aucun problème, mais tu francises l'effectif et quel glow-up de taré, c'est fou. Tu pourrais même faire un 4-2-3-1 avec l'effectif du Paris Saint-Germain. T'imagines, tu mets Dembélé en numéro 9, Olise en 10, à droite tu mets Doué ou Barcola, à gauche tu mets Kvaratskhelia ou Barcola, au milieu de terrain Neves, Vitinha avec potentiellement Warren qui peut être en backup, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, et dans les cages, bon ça parle de Diogo Costa, mais on va dire qu'on ne signera pas et que ce sera Safonov. Même juste tu fais ça au mercato, tu vends Lee, tu vends Ramos, tu vas chercher Olise, tu bouges rien d'autre, moi je signe tous les jours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je signe tous les jours. Et on se rappelle en plus de ça que Luis Campos souhaitait recruter Michael Olise depuis 2023, quand il était du côté de Newcastle. Ça montre que l'intérêt du Paris Saint-Germain était déjà là avant qu'il explose, parce que le Real Madrid, ils sont là, ils sont présents maintenant. Depuis qu'il a explosé, c'est facile d'aller dépenser les sous et de récupérer des joueurs avec une forte valeur marchande. Mais quand il faut détecter les pépites comme ça, il n'y a pas meilleur que Luis Campos. Et moi, c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et quand tu vois tous les commentaires, je ne vais pas vous les donner parce qu'il y a des trucs, c'est fou, mais on dit oui, on n'est pas Cadiz, oui, vu qu'on joue l'Europa League. Maintenant, tous ceux qui ont mis ces tweets-là, j'espère que vous regrettez. Il y a même, j'ai vu un tweet qui le comparait à Carlos Soler, c'est fou. On va parler de Elliot Anderson qui a été transféré pour 135 millions d'euros du côté de Manchester City. Alors oui, les joueurs anglais entre clubs anglais, on sait que ça coûte très cher. Mais 135 millions d'euros, est-ce qu'on se rend compte de la folie? C'est le 4e joueur le plus cher de l'histoire avec Neymar, Mbappé, Isaac, Coutinho, Dembélé, Bellingham, Fernandez, Eden Hazard, Joao Félix et Antoine Griezmann. Et ça me fait penser que quasiment la totalité de ces joueurs qui font partie du top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire sont tous des flops. Neymar, on peut pas dire que c'est un flop, même 222 millions d'euros, il a quand même fait step up le Paris Saint-Germain du côté marketing et il a emmené le Paris Saint-Germain dans sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. Mbappé, on peut pas dire que c'est un flop, même si tu n'arrives pas à le revendre, ça reste pas un flop, il a quand même marqué beaucoup de buts, il a quand même été important pour le Paris Saint-Germain. Alexander Isaac, pour l'instant, c'est un flop. Philippe Coutinho, énorme flop. Ousmane Dembélé, du côté du Barça, ça a été un flop, mais stratosphérique. Jude Bellingham, bon, limite, lui, tu peux
potentiellement dire que c'est pas un flop, c'est un semi-flop parce qu'il n'est pas aussi important qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû l'être, mais je pense que c'est à cause de l'arrivée de Mbappé. Sinon, quand tu vois sa première année au Real Madrid, c'est Ligue des Champions. Enzo Fernandez du côté de Chelsea, c'est pas un flop, mais ça vaut clairement pas 121 millions d'euros. Eden Hazard, c'est pour moi l'un des plus gros flops de l'histoire. Du côté du Chelsea, il marchait sur l'eau, il était phénoménal, il arrive au Real en surpoids, il a joué 5 ou 6 matchs. Voilà, pas décisif, Joao Félix et Antoine Griezmann. Alors Félix, il arrivait de Benfica, si je dis pas de bêtises, pour aller à l'Atlético de Madrid. Ça a été catastrophique. Et Antoine Griezmann, il a fait le chemin inverse. Il a fait Atlético-Barça. Il y en a eu pour 120 millions d'euros. Le Barça s'est fait enfler comme pas possible. Je pense que de toute façon, Griezmann et Messi jouent à peu près dans la même zone. C'était très compliqué pour moi d'avoir les deux. C'est une erreur monumentale d'avoir mis 120 millions d'euros sur Griezmann à ce moment-là. Le Barça, de toute façon, faisait n'importe quoi avec son argent à cette époque. Et Antoine Griezmann est reparti 2 ans après, je crois, à l'Atlético de Madrid pour 2 fois moins le prix, je crois, ou même gratuitement peut-être. Je ne sais plus exactement. Je me souviens plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. La Juventus se rapproche des demandes du Paris Saint-Germain pour Kolo Muani. Un prêt de 8-10 millions d'euros avec une obligation d'achat fixe à 30-32 millions d'euros. Montant total du deal entre 38 et 40 millions d'euros avec divers bonus. La demande initiale du PSG était de 50 millions d'euros. J'espère qu'ils vont enfin trouver un moyen de s'entendre parce que Kolo Muani, je n'en peux plus de le prêter à droite à gauche, ça me saoule. Donc j'aimerais récupérer 50 millions, 40 millions d'euros définitivement. Et voilà, on passe, l'histoire, c'est faite. Malheureusement, ça n'a pas fité. Après, il fallait s'y attendre. Un joueur comme ça, avec le système de Luis Enrique, ça ne marchait pas. C'était un coup de Nasser El Khelaifi. J'espère un de ces derniers coups parce que là, ça a été vraiment pas très bien senti. Et là, on a eu une bombe. Alors, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif. C'est Vinicius Junior qui serait sur la shortlist du Paris Saint-Germain. Le PSG suit de très près la situation de l'ailier brésilien dont l'avenir reste incertain à Madrid. Alors, j'ai 2 explications. Dans un premier temps, c'est pas pour cet été. Voilà, je vois pas le Real Madrid vendre Vinicius au Paris Saint-Germain et je vois pas le Paris Saint-Germain mettre 150 millions d'euros sur Vinicius, un ailier gauche qui plus est, alors que tu es déjà plutôt bondé sur ce côté-là. Mais je me dis que la fin de contrat de Vinicius, c'est 2027 et ça serait une petite pique au Real Madrid de récupérer un des meilleurs joueurs du Real Madrid de ces dernières années gratuitement pour le faire signer au Paris Saint-Germain. Surtout qu'on sait que y a Mbappé qui est passé du PSG au Real Madrid pour pas un sou. Donc ça serait une idée, je pense, de Nasser El Khelaifi du bord parisien pour espérer pouvoir aller chercher Vinicius gratuitement, même si on sait que c'est pas gratuit, le salaire sera astronomique, la prime à la signature, ça sera tout autant astronomique, et peut-être que le Vinicius lui-même va avoir envie de montrer à Mbappé qu'il peut gagner lui avec le Paris Saint-Germain, qu'il peut faire les efforts, parce que Vinicius, avant que Mbappé arrive, il fallait pas oublier que c'était un des meilleurs joueurs de la planète, un ballon d'or, pour moi, c'est comme s'il l'avait le ballon d'or, parce qu'il le méritait amplement, sportivement parlant je veux dire, parce qu'en termes de caractère c'est catastrophique, mais si tu as un Vinicius qui se reconcentre sur le football, avec un coach comme Luis Enrique qui lui apprend à être vraiment strict avec lui-même et à se concentrer sur le football et à arrêter d'être détestable, moi je pense que ça peut être un joueur parfait pour le Paris Saint-Germain, surtout en 2027, donc d'ici un an. Peut-être qu'Ousmane Dembélé aura des envies de départ, peut-être que Barcola aurait des envies de départ, et tu peux potentiellement reformer un front d'attaque un peu différent avec Vinicius. Moi je signe pas tout de suite dans les faits, clairement, mais c'est un joueur exceptionnel, et c'est vrai qu'il faut surveiller sa situation, c'est important. On va parler de Folarin Balogun. Avec le départ de Gonzalo Ramos, le PSG prospecte au poste d'avant-centre et Balogun fait partie des profils appréciés en interne. Grosse concurrence, cela dit, Tottenham qui en a fait sa priorité, ainsi que Chelsea, également intéressé par l'attaquant états-unien. Le PSG veut Yann Diomandé, Magnès Akliouche et un avant-centre. Donc potentiellement qu'on fait Diomandé, Akliouche et Balogun, même si je préférais aller chercher Kroupi, je ne vais pas vous le cacher. Donc on va voir s'il est possible de signer l'avant-centre américain. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée? Alors moi c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur qui en Ligue 1 a montré ses capacités, même si je trouve qu'il est un peu limité quand même. J'irai chercher clairement Kroupi plutôt que Balogun. Je pense que le Paris Saint-Germain est en train de faire ses listes de joueurs top 1, top 2, top 3, top 4, etc. Faire la petite liste, etc. On va avoir énormément de rumeurs avec le Paris Saint-Germain qui discute avec tous les clubs du monde pour avoir tous les joueurs du monde. Tu ne pourras pas avoir tout le monde. De toute façon, si tu cherches 3 attaquants, tu n'auras que 3 attaquants différents. Mais dans l'idéal, j'irai chercher Olise et Kroupi. Le reste, je m'en fiche. Après, il faudrait aller chercher un milieu de terrain, un défenseur plus ou moins polyvalent, et après on serait tranquille.
Selon Marcos Benito, le RCD espagnol s'intéresse à Gabriel Moscardo et des négociations avancées sont en cours pour un prêt sans option d'achat. Alors je pense qu'il sera prêté, Gabriel Moscardo, même si lui voulait faire la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Ça n'empêche qu'il pourra potentiellement la faire, mais apparemment ça va être fait. Voilà, il y a les informations qui sont tombées, comme quoi le prêt va être effectif dès cet été et qu'il partira faire la préparation avec le club espagnol et pas avec le club parisien. J'ai hâte de voir quand même ce qu'il va donner ce joueur parce que j'ai quand même envie de le voir monter en puissance. C'est un jeune joueur, je ne sais plus quel âge il a, mais on verra. J'espère que ce ne sera pas un joueur qui va être prêté à vie, comme vous pouvez le voir en bas là. Pascal qui nous dit le nouveau Renato Sanchez prêté à vie, sauf que là c'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui est prometteur. On va voir ce qui va se passer. On va terminer cette vidéo avec 3 informations. Ayari est attendu avec le groupe professionnel pour la reprise. Ça c'est une bonne nouvelle pour l'Utiti qui va pouvoir se vider la tête de cette Coupe du Monde complètement ratée et qui va potentiellement pouvoir gagner quelques minutes sur les premiers matchs amicaux. Les joueurs d'ailleurs qui devraient être présents pour la reprise le 25 juillet, Safonov, Chevalier, Longoni, Vigno, Zabarni, Beraldo, Fernandez, Mayulu, Jantou, Kvaratskhelia, Likangin, Colomwani en fonction de s'ils sont vendus entre temps ou pas, Sanchez, Zagué, Elanash, Ayari et Ayari, donc 2 Ayari. La reprise le 29 juillet pour l'instant, Pacho et Mbaye qui ont tous les deux été éliminés de la Coupe du Monde. Le premier match amical contre Majorque aura lieu le 5 août et ce sera pour le trophée, je ne sais plus comment il s'appelle, le trophée de Majorque que le Paris Saint-Germain a déjà remporté en 1989. Et pour terminer, on va parler un petit peu du merch du Cup disponible cette année. Donc voilà, on a des t-shirts qui reprennent l'identité des maillots du Paris Saint-Germain. On a aussi un t-shirt qui reprend la marque The North Face, mais à la place c'est le Paris Saint-Germain. Et ensuite on a au dos Support Your Local Team, donc supportez votre équipe locale avec le Paris Saint-Germain vu de haut, un espèce de plan super stylé avec The Ultra Paris. Moi je kiffe, je valide. Si je peux m'en procurer un, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous voulez me supporter et m'encourager, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous n'êtes pas encore allé voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire du GOAT Lionel Messi, allez-y, c'est un documentaire qui dure 18 minutes. Ça m'a demandé du temps quand même, donc allez-y. Il y a la vidéo sur cette saison qui arrive, je suis en train de travailler dessus. C'est une vidéo qui me demande énormément de temps avec le boulot, j'ai du mal à tout faire, j'avoue, mais je travaille encore dessus. Je pense qu'il y a encore un bon mois de travail, mais une fois qu'elle sera disponible, je vous le notifierai dans les vidéos mercato, dans les vidéos avant match, après match, il n'y a pas de souci. Je le mettrai en avant-première, évidemment, comme la dernière vidéo que j'ai faite sur la saison dernière et le sextuplé du Paris Saint-Germain. Allez-y à fond, les yeux fermés sur cette vidéo de Lionel Messi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois. Merci de lâcher les likes, les commentaires, ainsi que les abonnements. Vous êtes incroyables. C'est grâce à vous si je continue à faire ces vidéos, si j'ai la motivation encore. Parce qu'il y a des vidéos ces derniers temps, ça marche pas des masses, je vais pas vous mentir, mais je suis quand même vraiment motivé à continuer à vous proposer du contenu qualitatif, vous transmettre les informations quand il y a des informations et pouvoir vous procurer des vidéos documentaires comme celles que j'ai fait sur Messi ou sur le sextuplé du Paris Saint-Germain. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo pendant cette Coupe du Monde. On lâche rien et restez au frais surtout, c'est très important. C'était Aero. Ciao!